en direct du Cochon Hardy avec Suzette Bloch, ce qui me fait vachement plaisir parce que la bête est difficile à interviewer. Je me rappelle d'une première conférence avec l'ami Olivier Roucan qui était sur des sujets de droit constitutionnel. Elle sortait tout juste de l'AFP et du Sénat. C'est un très bon livre que je vous recommande si vous le trouvez, parce qu'à mon avis, la bataille du Sénat est très dure à retrouver. Dans la bibliothèque du Sénat. Voilà, on dira à Lauriane Jossin, la sénatrice, ainsi qu'à Jean Sol. Ensuite, donc, tu étais journaliste, maintenant tu es retraité. Dans l'intervalle, tu as élevé des cochons avec Hamilton, ton époux. Vous avez arrêté maintenant? Absolument. D'où le clin d'œil au Cochon Hardy, ça m'a semblé drôle. Et enfin, il arrive quelque chose d'extraordinaire. Les gens ont compris, ils ont fait un lien entre Suzette Bloch et Marc Bloch. Et alors, Marc Bloch était ton grand-père, dis-nous qui était Marc Bloch. Voilà. J'allais dire, c'est énorme. Il a une importance spectaculaire à tous les niveaux, enfin, de mon point de vue. Oui, bon, c'était mon grand-père. Je ne l'ai pas connu puisqu'il a été fusillé en 1944. Désormais le cas, avant la libération, il n'a vraiment pas eu de bol. Grand résistant à Lyon. Sa femme, donc ma grand-mère, qui était aussi son assistante, est morte le 7 juillet. Lui a été fusillé le 16 juin 1944. Et elle est morte dans un hôpital sous un faux nom à Lyon aussi, le 8 juillet, quelques jours après lui. Je pense qu'elle ne savait pas qu'il avait été fusillé. Donc il y a une coupure nette. Je n'ai connu ni ma grand-mère ni mon grand-père. Voilà. Mais la renommée, et puis l'héritage familial, voilà, fait que... Alors je suis la petite fille, hein, je n'en tire ni gloire, ni quoi que ce soit, sinon de la fierté. Je ne suis ni historienne ni universitaire, j'étais donc journaliste. Tu as fait des études de quoi? Je fais des études d'économie. Ah, comme quoi? Comme quoi, rien. Enfin, l'économie, on y reviendra un peu après. Ouais. Et donc, voilà, il y a l'héritage, non seulement les droits d'auteur, mais surtout l'héritage moral et les valeurs de mon grand-père que nous défendons, moi et une partie de ma famille. Vous êtes combien au finish? Alors, Marc Bloch avait 6 enfants. Mon père était le 3e, il avait une fille, puis ensuite Étienne, ensuite Louis mon père, et ensuite d'autres enfants qui, au sortir de la guerre, les derniers, les plus jeunes, étaient encore enfants. D'accord. Voilà. Donc voilà le contexte familial qui est celui de... Ah, il y a mon café qui arrive. Voilà, bienvenue. La noisette pour les La noisette. Merci madame. Et si je peux avoir un verre d'eau, ça serait génial. Et voilà. Donc Perpignan, je suis venue m'installer dans les Alberts, dans un mas dans la forêt. Perdu dans la forêt. L'électricité n'y arrive pas à moins que vous la fabriquiez. Voilà. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Et voilà pourquoi. Merci madame. Et donc, grâce à Jérôme Quaretti et Nicolas Marty et toi également, nous avons réussi à organiser moi j'appelle ça un séminaire hommage. Oui. Pas un hommage séminaire. Voilà, un séminaire hommage, parce que c'est un hommage parce que c'est parce qu'il est mort en 1944. Donc c'est le centenaire de son assassinat par les nazis. Et c'est les 80 ans. Parce qu'en plus il était résistant. Voilà. Voilà, il faut le préciser. Il faut le préciser. Ils n'ont pas, parce que bon, il était juif, bon, d'accord. À cette époque, c'était pas terrible. Tu me diras maintenant, c'est guère mieux. Hein, il y a un grand retour, hein, un revival de l'antisémitisme, si j'ose dire. Donc ils avaient 3 raisons de le tuer finalement.
Ils ne sont pas trompés, si j'ose dire. Historien, résistant, juif. Bon, je pense que d'abord, c'est le résistant. C'est le résistant. Il était évidemment dans la clandestinité. Bon, revenons au départ. Oui. Revenons au départ, hein, Oui. sinon ça risque d'être un peu confus. Bon, d'abord, c'est l'un des plus grands historiens du XXe siècle. Créateur de l'histoire des annales, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a révolutionné la science historique. Il a introduit, bon, c'est une évolution, il n'est pas le seul, mais de manière pionnière dans l'histoire, les autres sciences humaines, la sociologie, l'économie, la psychologie, l'anthropologie, et puis aussi l'iconographie, les faits religieux, pour construire une histoire globale. C'est-à-dire qu'il a mis fin à l'histoire traditionnelle qui était l'histoire chronologique, l'histoire récit des personnages célèbres, en faisant avec la méthode de l'histoire comparée, en faisant une sorte d'histoire nouvelle, histoire globale. Et en ce sens, il a révolutionné cette science historique. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, il a écrit des ouvrages qui ont fait date. Alors, justement, ce que je disais, c'est que c'est les 80 ans aussi cette année de la parution en 1924 d'un de ses ouvrages majeurs qui s'appelle Les rois thaumaturges, où il étudie le pouvoir thaumaturge, c'est-à-dire le peu comme Macron qui touche l'économie. Si on veut. Des rois, des rois de l'époque, c'est pour ça qu'on l'appelait les rois guérisseurs. Et il analyse cet objet, c'est-à-dire qu'il fait ce premier ouvrage d'anthropologie historique, si on peut dire ça. Le fait qu'ils soient les oins du Seigneur leur donne des super pouvoirs. Et à l'époque, l'ouvrage avait été assez mal reçu en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est du religieux, c'est pas de l'histoire, etc. » Puis il a fait son chemin. Ça à la légende dorée de Jacques Voragine, alors qu'il y a un travail tout à fait différent. Voilà. Et donc il y a ça, et puis disons qu'il a, pour moi il y a deux ouvrages aussi peut-être plus faciles que je recommanderais, qui est l'apologie de l'histoire ou métier d'historien, qui est Ça faut l'offrir à pas mal de gens en fait. Voilà, et je pense que presque tous les étudiants en histoire ont dû... moi je l'ai lu par exemple. Voilà. Et donc dans cet ouvrage, disons qu'il définit ce qu'est l'histoire. C'est important. Un peu, ça et l'histoire, c'est pas le même métier, c'est bon de le rappeler par exemple. C'est-à-dire les hommes dans la société, l'histoire des hommes, et pas des grands personnages ou des dates célèbres. Et puis ensuite, il définit les relations de passé et le présent, le temps. Le temps. Il y a un va-et-vient permanent entre le présent et le passé et le présent, et non pas seulement le passé. Et puis ensuite, il explique ce qu'on appelle le questionnaire, c'est-à-dire la méthode, enfin ce qu'on appellerait les sources, ou comment il faut interpréter l'interprétation des sources, des documents, des témoignages et la critique des témoignages. Donc il y a toute une méthodologie là-dessus. C'est une sorte d'ouvrage méthodologie historique qui est finalement assez facile à lire. Oui, parce qu'il est cohérent et il y a des enchaînements logiques. Et puis il a une grande force, c'est qu'il a une écriture simple et limpide. Donc c'est assez remarquable. Et puis l'autre ouvrage, donc, qui nous ramène un peu à l'actualité, qui est L'étrange défaite. Donc, oui, parce qu'on parlera de la débâcle de 24 ou 25, ça dépend de combien de temps on doit attendre. Vas-y, explique un peu, toi qui as fait des études d'histoire. Alors, c'est un livre, donc
Marc était soldat pendant la Première Guerre mondiale, déjà, il y a été blessé. Et il y a la Seconde Guerre mondiale, et donc il s'y engage. Et donc il y a la débâcle, on se fait botter le cul par les Boches dès 40. Et il se dit, mais c'est pas possible. Enfin, on était la première armée, sur le papier, on était la meilleure armée du monde. Disons qu'il l'a vécu sur le terrain. Voilà, en plus. Sur le terrain, donc c'est un témoignage direct fait par un historien. Et en même temps, c'est un récit, c'est un ouvrage historique. Donc c'est passionnant, passionnant. Parce qu'il a le recul et en même temps, le témoin, d'ailleurs, il se dit témoin, je suis... comment c'est le titre déjà du chapitre? J'ai oublié. Pas mieux. Bon, ça viendra, ça reviendra. Mais après. il fait ce qu'a fait juste avant, pour autre chose, Malaparte, Cogio Malaparte, technique du coup d'État, où sur 10 coups d'État, il analyse 5 qui ont gagné, 5 qui ont foiré, et lui il fait pareil, c'est comment on a foiré, quoi. Oui. Et la trahison des chefs, qui reviendra chez Benda plus tard dans la trahison des clercs. Disons que la force, c'est que justement, c'est ce témoignage, c'est-à-dire qu'il raconte un peu sa guerre, ce qu'il faisait, ce qu'il était en direct, et au fur et à mesure, donc il explique ça, il y a une critique de, il voit l'historien. Voilà, il voit le désastre sous ses yeux, donc il en parle, les causes, il les analyse sur le terrain et en même temps avec recul. Donc c'est la faillite des élites, c'est la faillite du commandement, c'est une France rassie et qui se contente de ses acquis. Et puis ça nous renvoie un peu à la situation actuelle. C'est-à-dire, peut-être même plus faillie l'actuelle, parce qu'au moins il y avait le prétexte des Allemands, si tu veux. Peut-être. Mais disons, c'est une critique complètement acerbe des élites, entre guillemets, des élites. Puis dedans, il y a la critique de l'enseignement de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont assez révolutionnaires pour l'époque. Et qui marchent toujours, surtout maintenant. Voilà. Parce que, comme à un moment donné, il a modélisé, comment perdre une bataille. Alors Patton disait trop tard. Mais il y a de ça, c'est-à-dire qu'on était trop sûr de soi, nous explique-t-il. Voilà. Et puis, on n'a pas su analyser ce qu'il y avait en face, l'Allemagne, ce qui analysait... il y a des gens qui l'avaient analysé, mais qu'on n'a pas écouté. Et a posteriori, il y a même eu certaines trahisons. Les gens qui étaient dans la cagoule, il paraît qu'un certain maréchal Pétain faisait déjà partie de la cagoule, était lié, etc. Et que finalement, c'était un plan bien huilé qu'ils ont glissé entre la ligne Maginot et Dieu sait quoi. Mais bon, ceci est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Voilà, donc avec ces deux anniversaires, si je puis dire, donc il y a une série d'hommages qui ont été rendus. Il y a l'Institut de France et les 5 académies qui ont rendu un hommage avec des classes de lycéens sous la coupole. Et puis à Paris. Je ne sache que nous ayons une coupole ici. Une petite. Toi, tu as une coupole de noisettes, mais pas plus. Sous la coupole de l'Institut de France, voilà. À Paris. Et puis, donc là, c'était assez officiel, quoi. Et puis, donc, il y a ce séminaire hommage de mardi prochain, qui est très important. Et puis, en décembre, il y aura un grand colloque international à Lyon, autour des rois thaumaturges, et en même temps... Il y aura le musée de la résistance de Lyon. Donc Lyon, mon grand-père a été fusillé. Non, il n'a pas été fusillé à Lyon, mais disons qu'il est rentré dans la résistance en 1943 à Lyon, dans la clandestinité. Et puis il a commencé comme le simple vieux monsieur qui s'engageait à 57 ans, qui s'engageait dans la résistance, plongé dans la clandestinité, un vieux professeur. Et puis, par ses capacités d'analyse, d'organisateur, il avait déjà fait
donc la première, début de la Deuxième Guerre mondiale. Il est rentré en adhérant au mouvement franc-tireur et puis petit à petit, alors, c'est pas le même fini. franc-tireur que maintenant, parce qu'ils ont ressorti franc-tireur. Quelle honte! C'est pas parce que t'aimes pas BHL qu'il faut Quelle écouter honte! les Bon, autres. c'est une incidente, Oui. mais qui est quand même symptomatique Non, de la récupération de tout et n'importe quoi. Voilà. Et alors donc, après, il est devenu dirigeant des mouvements unis de la résistance qui ont dans la région lyonnaise. Et en même temps, il continuait son œuvre intellectuelle, il participait, comment s'appelle-t-elle, aux revues de la résistance, les cahiers politiques. Et puis, il s'est fait arrêter par la Gestapo en mars 1944 et interné dans la prison de Montluc. Il a été sauvagement torturé, il est resté 3 mois. Et ensuite, il a été extrait de la prison avec 29 autres prisonniers et fusillé à Saint-Didier-de-Formans, qui est près de Lyon, dans l'Ain. Voilà. Et donc, c'est un personnage qui est devenu un peu un personnage exemplaire par sa stature de scientifique, de savant, et par sa stature de résistant héroïque. Donc, il est récupéré aussi politiquement par pas mal de personnes, que ce soit Macron, même Marine Le Pen, qui se permet alors que ce sont quand même... oui, mais ils ont changé. Ils ne croient pas à la rédemption. Non, ils n'ont pas changé. Ils sont les héritiers des Waffen-SS. C'est mon point de vue et je n'y demanderai pas. Et te connaissant, voilà. Je sais que tu le sais. Et ce qu'ils n'ont jamais d'ailleurs renié. Donc. Oui, mais ils vont pas renier un truc qui est un fait non plus. Après qu'ils mettent des habits neufs, ça fait partie de leur fonds de commerce. Mutatis mutandis, comme voilà. on dit en latin. Donc, mardi prochain, oui. Le 5 novembre, à l'Université de Perpignan. Donc au Moulin à Vent, au Moulin à Vent. Avenue Paul Alluy, pour ceux qui auraient des doutes. Voilà, l'amphithéâtre 6. Voilà. Mais il faut s'inscrire avant parce que Vigipirate a été remis au goût du jour. On apprend des choses au passage, on a bien fait voilà. venir. Alors, il faut s'inscrire auprès de Nicolas.marty, M-A-R-T-Y, @univ-perp.fr. Qui est le doyen d'histoire, ça me semble. Qui est le doyen d'histoire. Non, il n'est pas aussi vieux que ça, mais... oui, il n'est pas vieux. Mais c'est un titre. Ah ouais? Oui. Bon. Et donc... il y a mon âge. Ce séminaire intervient... Bon, ça sera organisé par Jérôme Quaretti, qui est également historien. Parce que sans lui et Nicolas, il n'y aurait rien eu. Voilà. C'est une chaîne comme ça qui a mis du temps, parce que j'avais essayé de te proposer depuis un bout de temps, mais grâce à Jérôme, qui est peut-être plus efficace que moi, disons que le cadre de l'université me convient plus que le mémorial, non, je plaisante. Que dans cette ville-là, quoi, qui n'est pas... Ah oui, parce que c'est pas une université Rennes, je te vois arriver. Alors non, c'est l'université de Perpignan. Alors donc, c'est de 14h à 17h. Et il y a plusieurs conférences, donc. Et il y a le programme, donc j'interviendrai... Qui ouvre le bal? C'est moi-même. Non, enfin, c'est Jérôme. Oui, c'est Monsieur Loyal, comme Monsieur Loyal. Ensuite, c'est moi où je parlerai de son engagement et pour les libertés qu'il a amené jusqu'à sa mort en tant que professeur. Oui, il faut avertir. Disons que j'insisterai sur l'enseignement. Ensuite, il y aura Nicolas Marty, donc, qui interviendra sur Marc Bloch, historien universitaire, témoin résistant. Ensuite, Marc Conessa, Décloisonner le passé, Marc Bloch et les renouvellements de l'histoire rurale. Et ensuite, Claude Dangean,
les caractères originaux de la médiévistique française, Marc Bloch est la tâche aveugle dans l'historiographie française. Parce que, il faut le dire, Marc Bloch était un médiéviste, hein, Voilà. un spécialiste de l'histoire médiévale. Voilà. Et donc, ensuite, il y aura une discussion. Voilà. Donc, ça va être passionnant, je pense. Et puis, on a la chance de t'avoir, c'est pas tous les jours dimanche. Oui, mais enfin, bon, moi, je suis un ovni là-dedans, parce que je ne suis pas historienne, mais bon, j'ai cette mémoire familiale. Et puis, voilà. Donc, Alors, il y a une rumeur qui court, c'est pas sur toi, il rentrerait Tipa au Panthéon. Bon, ça, il le mériterait. oui, et ça, c'est une rumeur qui court depuis de longues années. Ah. Parce que... C'est comme Manoukian, il n'est pas prêt de rentrer. C'est ça. Mais parce que c'est un personnage qui dérange un peu. Parce que, moi, il ne me dérange pas, il m'arrange, je dirais. Mais alors, même s'il a une exemplarité, si on gratte un peu, bon, c'est comme l'abbé Pierre, cet historien... Oh, merci. Évidemment. Non, mais parce que tu as l'air, c'est ce lourd secret qui a l'air de peser sur tes épaules frêles, tu vois. Ça. De quel lourd secret? Non, rien, oui, il dérange. Alors, je dis qu'il nous fasse pas une Depardieu, tu vois. Non, il dérange par son côté novateur, oui. Qui est toujours à la page. Depuis le temps, l'école voilà. des annales... oui, mais l'école des annales... Si alors, l'école des annales, il faut peut-être expliquer aux gens ce que c'est. Oui, oui, parce que donc, maintenant, on pourrait mal interpréter. Bon, parce que Marc Bloch a fondé, avec Lucien Febvre, une revue qui était très novatrice à l'époque, les Annales d'histoire économique. Et avec, disons, il y a eu une publication et une ouverture donc aux autres sciences sociales en fait. Interdisciplinaires et à l'époque, il y avait des articles qui n'étaient pas forcément dans la ligne dominante. Et ensuite, ces annales, ça a donné une école qu'on a appelée l'école des annales, donc l'école de la nouvelle histoire, étant avec Brodel et puis Duby, etc., et qui a abouti à la fondation de l'EHESS. Cachin, non? On parle de ça, non? Cachin? Non, je ne sais pas. Dès qu'on me dit EHESS, je dis Cachin, mais non, je ne sais pas Blovien, non, peut-être même pas, on tu as verra. raison, je ne sais pas. Donc l'école des hautes études en sciences sociales. Non, c'est l'ENS Cachin en plus. Bon, alors je vais me parler, je reviens. Donc, voilà, et puis, la panthéonisation, bon, ça revient... Ouais, mais déjà, maintenant, tous ces ennemis sont morts. Déjà, même s'il reste encore des Allemands. Déjà, la famille n'a pas forcément envie de le voir instrumentalisé. Oui, mais là, c'est sur l'aspect... sur les gens qui ne prennent que l'aspect patriotique. Ouais. Mais pas que. Jaurès, c'est pas le... Enfin, Voltaire, que pas je crois que tu vois. Mais bon, disons que... Et vous n'êtes pas chaud patate. Nous, ça dépend. Tu me diras si c'est Macron qui fait ça rentrer. Dépend, voilà. Que c'est mollo sur le déglingon. Mais bon, non, on n'est pas contre, mais c'est qu'il le fasse. Oui, juste fais-le, quoi. Faites-le. Arrête d'en parler, Maurice. Voilà. Vas-y. Faites-le. Donc, voilà. Que les historiens s'emparent du sujet. À une époque, il y avait Max Gallo, qui se disait le fils spirituel de Marc Bloch, qui bataillait pour ça. Non, mais il est un peu mort, entre-temps. Voilà, mais ça jamais. Donc qu'il le fasse. Ouais, non, parce que récemment, il n'y a pas eu un retour, non, pas plus que ça. Bon, disons que régulièrement, il y a des gens qui se font une tribune pour dire « Ah, ça serait bien ». Tout le monde dit « Ah oui, ça serait bien », mais bon, personne... Il faut peut-être agrandir le Panthéon, c'est crise du logement. Il faut qu'un certain nombre de gens fassent un comité, une association, quelque chose. D'accord. Voilà, ils s'y mettent. Est-ce qu'il y a un prix Marc Bloch? Enfin, tu me diras, Marc n'a pas de prix, mais... Non. Ah bon? Non, il n'y a pas de prix Marc Bloch. Est-ce que tu trouverais pertinent qu'il y en ait un? Pourquoi pas? Nous, tout ce qui concourt à la promotion de l'œuvre de Marc Bloch, nous on est pour, hein, moi je suis pour.
Après, qu'ils le fassent, là encore. En fait, ils voient la pertinence pour leur carrière ou pas de faire rentrer ou pas, j'ai l'impression. Voilà. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un historien reconnu dans le monde entier, d'ailleurs plus, je crois, célébré à l'étranger qu'en France. C'est bizarre. En France, on est habitué, on dit on n'est pas faux prêtre, faux prophète en son pays, tu vois. Enfin, je sais pas. On est des Gaulois, donc tout le monde entre guillemets par hasard, tu vois, et ça a été une épiphanie, si j'ose dire. Voilà, il a contribué à la vocation d'historien de beaucoup de jeunes étudiants. Et puis, je me souviens par exemple, Carlo Ginzburg, qui est un historien italien dans mon niveau. Il a toujours expliqué sa vocation d'historien lui est venue en lisant les rois thaumaturges. Beaucoup de gens, c'est pour ça que je recommande, lisez, vous aurez peut-être une vocation d'historien. Et curieusement, il y a pas de grande biographie. Il y a une américaine qui s'appelle Carol Fink qui a fait une biographie. À mon goût, assez trop orientée vers le judaïsme ou la judéité, entre guillemets, de Marc Bloch, ce qu'il rejetait entièrement. Oui, il n'était pas plus religieux que ça. Non. Est-ce qu'il était carrément athée? Il était athée et ça, disons que la laïcisation de cette famille ou l'athéisation de la famille, je ne sais pas si ça se dit, remonte à son père qui était déjà historien, Gustave Bloch. Et puis il a écrit dans son testament une très belle phrase où il dit qu'il ne se revendique juif que face aux antisémites. Voilà. Et nous, dans notre famille, on est tous athées, laïcs. Aucun d'entre nous, et on est très nombreux, n'a fait de retour à la religion. Tu ne peux pas faire une alliate depuis ton Non. Et même si mon grand-père et notre aïeux, pour les plus jeunes, a fait de la religion un objet historique, c'est bien pour ça. Probablement qu'on est resté athée. Désacraliser le religieux pour comprendre que c'est intéressant, mais peut-être pas en croyant autant à l'invisible que ça, si je veux dire. Et on vient de publier un opuscule au titre magnifique, Les Mémoires d'outre-tombe du roi Salomon. C'est un texte qu'il a écrit qui est publié. C'est le nom de la collection par hasard? C'est aux presses universitaires de Lyon. D'accord, donc on peut le trouver ici si on le commande. Voilà, à Torquatis, je pense qu'ils l'ont. D'accord. Je pense qu'ils l'ont. Et où là, il analyse les différentes versions sur la vie posthume du roi Salomon, c'est-à-dire est-ce qu'il a été, les pénitences qu'il a eues pour avoir aimé un peu trop les femmes. Oui, il y avait beaucoup de maîtresses. Voilà. Les différentes pénitences. Aussi, parce que il y a la clavicule de Salomon, même si mon oncle Raphaël me dit non, ça n'a rien à voir, mais on lui prête aussi à Salomon, de la magie. Enfin, beaucoup de choses. Oui. De l'argent éventuellement. Voilà. En plus, s'il est comme d'après Onfray, il n'aurait pas existé, on arrête tout, on ne fait plus rien. Et donc il analyse les différentes versions sur cette vie posthume dans les religions chrétiennes, juives, musulmanes. Et c'est vraiment le truc à lire en ce moment. C'est un monument d'érudition. Et voilà. J'ignorais de le savoir, je pourrais l'acheter. Je boite l'acheter. Bon, il n'est pas facile quand même le texte, mais c'est passionnant. Français. Voilà, c'est en français. Pouvoir se lire alors. Voilà. Et donc, que puis-je dire d'autre, Nicolas? Somme toute, tu n'as plus de cochons à vendre, donc ça c'est réglé. Parle-nous de ta peinture.
Ça demain. Non, mais je suis là pour faire la pub pour le. Bah, on leur a dit l'essentiel. Maintenant, s'ils ne se bougent pas les miches. Alors, ça sera filmé en direct par moi-même, donc ils pourront le suivre. Mais ça serait mieux d'y être, etc. Alors, explique comment tu suis, parce que il faut être sur Facebook. Oui, il faut être sur mon Facebook si on veut être en direct. Mais Voilà. il est public. Donc, ça sera à partir de 14 h. Et il y aura des interruptions parce qu'il ne faut pas que la machine chauffe. Oui, et puis il faut, voilà. Et puis ensuite, peut-être que tu feras un résumé montage. Voilà. Montage. Tu vas voir, tu travailles. Non, c'est pas moi, je le ferai faire par d'autres. Je ne sais pas monter. Si, à cheval, mais en ce qui concerne la vidéo, il paraît que une vidéo ne se monte pas avec une cravache et une bombe. Je ne comprends pas. Voilà, donc venez-y, ça sera, à mon avis, c'est vraiment, je trouve que c'est très bien de la part de l'Université de Perpignan de faire ça. C'est vraiment un événement, parce qu'en France, il n'y en aura que 3 universités qui le feront. Donc il y a Lyon et une autre, peut-être Paris, tout simplement. Non, il y a eu un séminaire à la Sorbonne déjà, et puis bon, je ne sais pas, mais effectivement, donc, dommage, c'est le 3e événement, donc courez-y et il faut que non seulement le monde universitaire, mais le grand public le connaisse. Oui, parce que les universitaires sont les nouveaux moines, comme dans le nom de la rose, ils ont tendance à tout garder dans le scriptorium. Et puis en ce moment, ils sont un peu malmenés, donc les universités sont un peu malmenées, donc voilà. Ils ont de moins en moins de crédit. Oui, voilà, ça c'est la loi Pécresse, dite autonomie des universités. En sous-titre, c'est débrouille-toi. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'étranger fête, Marc Bloch insiste beaucoup sur la question de l'enseignement, de la crise de l'enseignement, le fait qu'il n'y a pas assez d'argent déjà à l'époque. Oui, alors maintenant. Et voilà, et qu'il faut leur en donner, qu'il faut. Après la guerre, il y a eu justement, via le général de Gaulle, une construction sur l'enseignement, mais ça a été déconstruit, comme on dit maintenant, au fur et à mesure, via les lois dites libérales. Et alors donc, Marc Bloch a écrit un texte pour le programme du Conseil national de la résistance sur l'enseignement, et dans lequel il prône la suppression des grandes écoles, la fin du bachotage, parce que c'est chiant en fait. Voilà, et il dit de transformer les grandes écoles en instituts techniques spécialisés dans les polytechniques, dans les différentes matières, mais rattacher l'université. Et puis, donc tout un texte extraordinairement novateur. Bon, serait-il devenu ministre de l'Éducation à la Libération s'il n'avait pas été assassiné? C'est possible. Connaissant le général de Gaulle, c'est possible. Je ne sais pas s'il aurait accepté. Oui, s'il n'accepte pas, on ne peut pas forcer non plus. Ça, maintenant, c'est intéressant de voir. Bon. Donc voilà. Eh bien, on te remercie et on se dit à bientôt.